Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui te donne les clés pour vivre ton cycle en toute sérénité. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Marie-Annick Héritier, ostéopathe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci de m'accorder ce temps-là aujourd'hui. Merci à toi, merci pour l'invitation. Je te propose tout de suite de commencer par te présenter un petit peu plus en détail. Oui, alors je m'appelle Marie-Annick Héritier, tout le monde m'appelle Maya. Comme tu l'as dit précédemment, je suis ostéopathe. Je travaille actuellement à Sion au sein de mon cabinet et par rapport à mon côté privé, je suis maman d'un garçon de 5 ans. Super. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que représente pour toi le cycle menstruel par rapport à ce que tu en connais et peut-être ce que tu as pu observer autour de toi? Pour moi, c'est un excellent indicateur de l'état de santé ou de l'état général d'une femme. Je trouve qu'il nous donne énormément d'indices sur comment on se sent, dans quelle période de vie on est. Donc, c'est vraiment une clé extrêmement intéressante pour nous comprendre nous-mêmes, déjà dans un premier temps. Et en tant que thérapeute, c'est également un excellent moyen pour appréhender la patiente. Comment est-ce qu'elle se sent, voilà, dans quelle étape de vie elle est et quelle est la relation à son cycle aussi. Ça nous donne beaucoup, beaucoup d'informations. Je suis complètement d'accord avec toi. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de te former dans l'ostéopathie? Et si je dis pas de bêtises, tu t'es aussi du coup spécialisée dans l'ostéopathie intrapelvienne, dont tu nous parleras après. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans ce métier-là et puis peut-être d'accompagner un peu plus spécifiquement les femmes? Alors, pour répondre à la première partie de ta question, pourquoi l'ostéopathie ? Je me souviens, c'était difficile pour moi de choisir une profession dans un premier temps. J'avais vraiment envie de travailler avec les gens, avec l'humain. Ça, c'était extrêmement important. Mais je déteste les notions de hiérarchie ou voilà, le monde hospitalier. Je sentais que c'était absolument pas pour moi. Donc, j'ai trouvé dans l'ostéopathie un excellent équilibre par rapport à ce dont j'avais envie et surtout ce dont j'avais pas du tout envie. Donc, je me suis naturellement dirigée vers cette profession-là. Et puis, le fait de travailler plus particulièrement avec les femmes, c'est quelque chose que j'avais pas prévu. Ça s'est fait comme ça. Quand j'ai terminé ma formation, j'ai travaillé pendant quelques années dans un cabinet à Morges qui était vraiment orienté périnatalité. Et c'est en pratiquant justement avec les femmes que je me suis rendu compte à quel point j'avais du plaisir à le faire, j'étais à l'aise. Et c'est cette expérience professionnelle qui m'a donné envie de creuser de ce côté-là et puis de parfaire ma formation justement. Ok, merci. C'est super intéressant comme parcours que tu as eu. D'ailleurs, j'ai eu un peu le même aussi par rapport à la symptothermie parce que le côté santé, biologie, ça m'a toujours intéressée. Mais je sentais aussi que les professions un peu traditionnelles du monde médical, médecin, infirmière, enfin ceux qu'on met le plus en avant, ça me parlait pas non plus. Enfin, je me sentais pas d'aller dans une direction comme ça, donc je suis partie dans autre chose. Et après, j'y suis revenue quand j'ai découvert un peu plus d'autres métiers aussi en lien avec la santé dans le genre de la symptothermie. Donc, je comprends totalement. Et du coup, on a parlé plusieurs fois d'ostéopathie déjà. Alors, je te propose de peut-être nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est l'ostéopathie, en quoi ça se différencie par exemple de la physio, dont on parle aussi beaucoup. Et puis, quand on va toucher justement à la sphère intime chez les femmes, l'ostéopathie intrapelvienne, ben aussi, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça apporte ? Enfin, qu'est-ce que c'est de plus finalement que l'ostéopathie en tant que telle ? Très bien. Alors, pour commencer, pour expliquer ce que c'est l'ostéopathie, ça c'est une grande question. Je vais vous l'expliquer avec mes mots, comme je le fais en cabinet. En ostéopathie, on se base vraiment sur cette notion de mouvement. Pour qu'un corps soit en bonne santé et reste en bonne santé, pour qu'il fonctionne correctement, toutes les structures doivent bouger les unes par rapport aux autres. Là où c'est le plus facile de l'entendre, c'est si on regarde par exemple un coude. On imagine bien qu'une personne qui n'est plus capable de tendre son coude a un problème en quelque sorte. Donc en ostéopathie, on va venir travailler sur différentes structures pour rendre la capacité du coude à bouger, à se tendre. Et ce principe-là, on peut vraiment l'appliquer au squelette, à l'appareil musculo-squelettique, mais également au viscéral, donc au tissu mou du corps.
On peut aussi travailler, aborder le corps à travers un axe vasculaire, un axe neurologique. Donc voilà, vraiment, chaque structure du corps doit être mobile par rapport à ses voisines pour pouvoir fonctionner correctement. Et en ostéopathie, on utilise nos mains. On va faire des tests et des techniques donc manuelles pour pouvoir restaurer cette mobilité-là au niveau des tissus. Ce qui permet dans un deuxième temps au corps de conserver son équilibre et de fonctionner correctement. Ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à définir maintenant. En ostéopathie, on prend extrêmement souvent en charge ce qu'on appelle des troubles fonctionnels. Dans ces troubles fonctionnels, on entend il n'y a rien qui est cassé au niveau de la structure. Ce n'est pas une maladie à proprement parler, mais justement, il y a quelque chose, une tension, un blocage, il y a quelque chose qui fait que la structure ne peut pas fonctionner correctement. Et ça, c'est une des grandes différences de prise en charge, par exemple, entre nous ou un médecin généraliste. Principal de l'ostéopathie, c'est de mettre le corps en mouvement et c'est une prise en charge qui va se faire du coup sur la globalité du corps. Ça veut dire que si tu as par exemple, on peut reprendre l'exemple de ton coude, enfin si on a un problème pour tendre le bras, l'ostéopathe va pas forcément s'intéresser juste au bras, mais va peut-être aussi voir si le blocage il vient d'un autre endroit du corps. Oui, exactement. On peut venir, dans cet exemple-là, on peut être amené à venir contrôler le poignet, mais également l'épaule, le haut du dos. Donc oui, absolument, on considère vraiment le corps dans sa globalité. C'est pas un traitement qu'on appelle symptomatique ou lié à une seule région du corps. On va vraiment considérer tout l'équilibre de la personne. D'accord. Et du coup, par rapport à la physiothérapie, par exemple, en quoi vous vous différenciez ? Alors, dans les grandes différences, parce qu'honnêtement, il y a une zone grise. Il y a des choses que les physiothérapeutes et les ostéopathes font. Mais dans les grandes différences, on peut déjà citer la prise en charge d'un point de vue des assurances. La physiothérapie, c'est remboursé par les assurances de base et l'ostéopathie, c'est remboursé par les assurances maladies complémentaires. Pour consulter un physiothérapeute, pour être remboursé, il faut avoir un bon de délégation de la part de son médecin. Donc, c'est le médecin qui, en amont, va poser un diagnostic, puis ensuite qui va déléguer son patient en physiothérapie. Contrairement en ostéopathie, c'est une profession de santé de premier recours, c'est-à-dire que les patients peuvent venir directement consulter un ostéopathe. Il y a toujours une partie en début de consultation où on discute et puis dans cette partie de discussion, l'ostéopathe va être à même de décider s'il peut prendre en charge la personne ou bien pas, ou s'il doit l'orienter ailleurs. D'accord, donc, voilà pour les deux grandes différences. Ensuite, ce que j'aime bien aussi mettre en avant comme différence entre nos deux professions, c'est qu'en ostéopathie, en tant que patient, la séance est beaucoup plus passive. Il lui est rarement demandé de bouger ou de faire des exercices. En physiothérapie, il y a également, bien entendu, des techniques pendant lesquelles le patient est passif, donc il ne bouge pas. Mais il y a aussi une grande partie de leur prise en charge qui se fait justement via mobilisation, exercice, renforcement. D'accord. Donc, selon la problématique qu'on a, ça peut être parfois plus intéressant d'aller voir l'un ou l'autre. Oui, exactement. Ou le modèle d'assurance peut aussi aiguiller d'un côté ou de l'autre. Mais le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'on ne peut jamais se tromper. Parce qu'une fois on consulte un physiothérapeute ou un ostéopathe, si le thérapeute est correct, il orientera ensuite, s'il voit qu'il atteint ses limites ou que ce serait pertinent d'aller voir un collègue, le thérapeute va orienter justement chez des collègues. Mais on peut pas à mon sens, on ne peut pas se tromper entre ostéopathie ou physiothérapie. Ok, intéressant de le préciser, merci. Et si on revient dans l'ostéopathie, alors cette branche, enfin je ne sais pas si c'est une branche du coup annexe, si c'est considéré comme un domaine à part entière, l'ostéopathie intrapelvienne, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors c'est considéré comme de l'ostéopathie, mais est-ce que tu sous-entends par là les techniques par voie interne ou bien le travail sur la zone du petit bassin ? Je dirais de manière générale. Oui, non, alors c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ostéopathie. C'est une formation qu'on reçoit dans notre formation de base. Après, c'est vrai que par rapport à
domaine de compétences-là, il existe des techniques par voie interne, c'est-à-dire par voie intravaginale ou intrarectale. Et ces techniques vraiment spécifiques ne sont pas enseignées dans la formation de base. Ça, c'est des formations qu'on va faire après coup, qui demandent quand même de la pratique, un peu de bouteille, et puis qui sont enseignées dans des formations post-grade. D'accord. Donc, mais même quelqu'un qui n'a pas été sensibilisé, enfin qui n'a pas appris ces techniques internes, pourrait quand même travailler au niveau du petit bassin, mais plutôt en externe à ce moment-là. Oui, exactement. Ok, donc ça c'est toujours bon à savoir, selon les problématiques de la personne, de se renseigner auprès de l'ostéopathe si il ou elle a cette formation supplémentaire ou pas. Exactement. Et puis, oui. si besoin, ça c'est propre à ces techniques par voie interne, ou s'il y a vraiment une histoire ou un contexte urogynécologique important pour la patiente, il existe aussi sur le site de la Fédération suisse des ostéopathes un onglet de recherche qui permet de trouver une liste justement des ostéopathes qui se sont formés spécifiquement dans ce domaine-là. Ok, très bon à savoir. Merci alors pour l'info, c'est super. Du coup, vu que on est dans l'ostéopathie, forcément par rapport à la thématique du cycle menstruel, ce qui me vient, c'est toute la thématique autour des douleurs. Voilà, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de femmes avec ou sans pathologie associée. Et du coup, je te propose qu'on entre un petit peu plus là-dedans maintenant. En quoi l'ostéopathie peut-elle aider à soulager les douleurs liées au cycle menstruel ? De manière générale, déjà pour commencer. Oui, alors ce sera toujours selon ce concept, cette idée de mobilité. Quand une personne présente des douleurs, on va retrouver, ça peut être à l'endroit où la personne ressent ou se plaint de ses douleurs ou d'une manière un peu plus éloignée, on va toujours retrouver justement un manque de mobilité. Est-ce qu'il y a une structure qui est trop tendue, qui est contracturée, justement, un bassin qui est figé? Et justement, ce manque de mobilité va entraîner ensuite des conséquences, des symptômes. Et typiquement, un cycle douloureux, des règles douloureuses, ça peut être lié justement à ce manque de mobilité. On pourrait imaginer des tensions musculaires qui génèrent ces douleurs. Ce qui arrive aussi extrêmement souvent, c'est un engorgement. Le mot m'échappe, ça va me revenir dans un tout petit moment. Quand il y a trop de liquide, une stase au niveau du périnée, par exemple, ça, ce sont vraiment deux causes extrêmement fréquentes de douleurs lors des règles. D'accord. Merci. Du coup, avant d'aller un petit peu plus loin, il y a plusieurs termes. On a aussi parlé de bassin, on a parlé de toutes ces choses-là. Et puis, ce n'est pas forcément hyper clair pour tout le monde. Alors, tu es venu avec un petit invité. Exactement. Monsieur Bassin. Et je te propose aussi pour la suite de nous le montrer un petit peu. Justement, on n'a pas pu avoir quelque chose de plus conséquent. Donc, il faudra, si jamais, imaginer un petit peu le reste ou faire quelques recherches. On trouve pas mal de planches anatomiques aussi sur Internet. Mais je te propose de me définir quelques mots, ceux qu'on va le plus souvent entendre, qui font pas forcément de sens, à savoir, par exemple, petit bassin, fascia, ligament, tendon. Parce que ce sont des choses qui entrent vraiment en jeu dès qu'on parle de mobilité. Et qui sont particulièrement intéressants au niveau de la sphère gynécologique. Parce que souvent, on pense à l'utérus, on voit à la limite quelque chose qui flotte là comme ça entre nos os, et en fait c'est vraiment une structure, tu nous l'expliqueras, où beaucoup de choses sont attachées et en lien avec notre appareil génital. Et donc ça serait super intéressant si tu pouvais nous l'expliquer un petit peu, comme ça pour la suite on peut vraiment se représenter qu'est-ce qui vient faire notre utérus dans toute cette théorie finalement. C'est ça, qui sont les voisins aussi. Qui sont les voisins, exactement. Ça peut peut-être expliquer aussi certains autres troubles qu'on peut vivre pendant ces règles, comme des maux de ventre, des maux de dos, enfin... Oui. Voilà. Oui, exactement. Oui, vous montrez aussi à quel point toutes les structures à l'intérieur du petit bassin sont intriquées les unes avec les autres. Elles sont vraiment interdépendantes. Donc, pour commencer, ce qui me paraît important de vous expliquer, c'est qu'est-ce que c'est le petit bassin. Ça me paraît être la base. Donc, si vous voyez là sur le modèle anatomique que j'ai, vous voyez, ça c'est l'os du bassin, avec à l'intérieur, si je le penche vers l'avant, différents organes.
Le petit bassin, c'est la partie vraiment inférieure, celle qui se trouve là entre mes doigts. Ça a grosso modo la forme et la taille d'un petit bol. Et pour délimiter le petit bassin, nous aurons en bas le périnée, qui est un ensemble de muscles qui retient tout ce beau monde. Sur le côté, là, qu'on voit en blanc, on a l'os du bassin, avec derrière le sacrum et le coccyx. Voilà pour la partie postérieure. Le sacrum qui se trouve ici et le coccyx qui est caché par ces structures de côté. Et sur le haut, là, mais qu'on ne retrouve pas sur ce modèle anatomique, on a la partie digestive qui va venir se poser sur le petit bassin. Donc, en grande partie, les anses de l'intestin grêle qui seront posées ici. Ensuite, tu m'as demandé de définir quelques structures. La première que tu as mentionnée, sauf erreur, c'est le fascia. Oui. Un fascia, c'est un tissu extrêmement intéressant. C'est un tissu conjonctif qu'on trouve dans tout le corps. En règle générale, il va emballer les organes et également emballer les vaisseaux sanguins et les nerfs. C'est un tissu extrêmement riche qui réagit beaucoup. Et on le sait actuellement, si par exemple il y a une problématique, d'où le fait que les ostéopathes, on aime beaucoup les fascias, s'il y a une problématique, une douleur, un manque de mobilité, c'est des tissus qui ont tendance à s'épaissir. Ils deviennent un peu plus dodus en quelque sorte et forcément ils perdent dans ce cas-là de leur mobilité et de leur souplesse. Un fascia que je trouve très intéressant, ou une partie du fascia, va venir délimiter la cavité abdominale, donc le ventre qui se trouve ici, au-dessus du bassin, et le petit bassin. Donc on a vraiment un fascia qui va venir s'accoler ici, qui passe au-dessus de l'utérus de la vessie et qui se termine là sur cette partie antérieure. La deuxième chose que tu m'as demandé de définir... C'était le lien avec les ligaments et les tendons, parce que du coup, ça explique aussi la connexion avec toutes ces autres parties du corps. Voilà, exactement. Alors, la différence entre un tendon et ligament, c'est la suivante. Un tendon, les deux sont du tissu conjonctif. Le tendon, il va relier un os à un muscle. Le rôle du tendon, ça va vraiment être de transmettre la force du muscle, donc cette force de contraction à l'os. Et puis, par contre, un ligament qui est aussi du tissu conjonctif, son rôle, ça va être de limiter le mouvement. Les ligaments, en général, ils englobent les articulations, ils sont sur le pourtour des articulations et ils évitent qu'il y ait un mouvement extrême qui se fasse. Vraiment, ils sont là pour freiner les structures si l'amplitude du mouvement est trop importante. Donc, voilà pour la différence entre tendon et ligament. Est-ce que tu voulais encore une précision anatomique ? Je pense que là, on a déjà les bases pour bien se représenter et puis peut-être aussi préciser, ça je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, en tombant sur une planche anatomique, à quel point en fait cette zone du corps, elle est recouverte, remplie de vaisseaux sanguins. Oui. Aussi. C'est une zone qui est très très vascularisée, c'est assez... je me rappelle quand je suis tombée sur l'image, je me suis dit waouh, c'est impressionnant. On aurait dit une espèce de gigantesque toile d'araignée autour des organes. Ça, c'est intéressant de se rendre compte. Mais du coup, on peut aisément s'imaginer qu'au moment, par exemple, des règles, quand l'utérus se contracte et donc bouge, eh bien, ça peut venir tirailler certaines zones et puis si c'est un peu sensible, ça peut occasionner des douleurs ailleurs, en fait. Oui, absolument. Oui, parce qu'au moment des règles, les tissus sont... On pourrait les comparer à des éponges gorgées d'eau. Ils sont justement un peu plus voluptueux, on va dire, que d'habitude. Et puis, chez certaines femmes, il y a aussi un contexte comme si le seuil d'inflammation était légèrement élevé. Donc, effectivement, si en imaginant que nos tissus soient un peu plus gorgés que d'habitude, qu'il y a le seuil d'inflammation est augmenté. Si on rajoute par là-dessus une contraction utérine, oui, ça peut clairement générer des inconforts, des tensions, des douleurs. Oui, et ce qui est souvent remarqué, ça va être typiquement aussi ces douleurs en bas du dos, qui s'expliquent par toutes ces connexions qu'il y a autour de l'utérus et puis les problèmes aussi au niveau des selles où on a tendance à avoir un peu plus besoin d'aller aux toilettes pendant les règles parce que tout est en contact en fait.
Oui, aussi. si on regarde, je vais essayer de vous montrer une vue du bassin. Si on regarde le bassin voilà, par-dessus, on a la vessie qui se trouve ici, donc au niveau de la partie antérieure. Ensuite, on a l'utérus et derrière, on a le rectum. Donc, effectivement, si on imagine que notre utérus est voilà, on va dire plus engorgé que d'habitude, qu'il se contracte, il va clairement avoir une influence sur la partie postérieure, donc sur le rectum. Donc, ça peut avoir une influence effectivement sur l'émission des selles ou sur le besoin. Oui, puis après, il y a aussi l'histoire des prostaglandines qui vont du coup venir aussi agir sur l'intestin. Voilà, exactement. Et il y a une question qui me vient là par rapport à la vessie. Et je me souviens plus, mais il me semble, est-ce que c'est après l'ovulation, justement, en phase lutéale, où on peut avoir plus facilement envie d'aller aux toilettes? Je ne sais pas si ça te parle. Je me demandais du coup, à quoi c'était dû. Est-ce que c'était juste hormonal ou bien est-ce que peut-être que l'utérus appuie plus sur la vessie ou que la vessie est plus sensible à certains moments du cycle? Alors ça, en toute honnêteté, je ne saurais pas dire. Ok. Par contre, quelque chose qu'on sait, c'est que on pourrait éventuellement le citer pendant le premier trimestre, donc pendant une grossesse. La femme n'a pas encore de ventre, en quelque sorte, ça se voit pas ou très très peu de l'extérieur, mais par contre, elle a beaucoup plus fréquemment envie d'aller aux toilettes. Et des fois, c'est simplement pour quelques gouttes. La vessie, elle n'est pas pleine, mais elle ressent vraiment ce besoin d'aller aux toilettes. Et ça, on imagine clairement, justement, en regardant le bassin, que si notre utérus augmente en volume, il va avoir tendance à venir se poser, s'appuyer contre la vessie, on va dire contrarier la vessie qui, elle, ne va pas pouvoir se remplir comme d'habitude, pas avec la même superbe en quelque sorte. Et ça va donner l'information nerveuse comme quoi la vessie est remplie, alors que c'est pas tout à fait le cas. Elle est contrariée par la pression de l'utérus qui est contre elle, et ça va donner justement ce besoin plus fréquent d'aller aux toilettes. Ok, merci pour ces précisions. Et du coup, je pense qu'on se rend compte que l'ostéopathie, effectivement, elle peut avoir un rôle à jouer avec tout ce que tu viens de nous expliquer. Tu nous as partagé avant deux causes fréquentes qu'on pouvait retrouver, deux causes fréquentes de douleurs qu'on pouvait retrouver chez les femmes. Je te propose peut-être d'expliciter un petit peu plus ça, menstruelle, au vu de tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Quels sont certains paramètres physiologiques qui peuvent venir peut-être augmenter encore ces douleurs ou bien les créer ailleurs dans le corps. Voilà. Et vu que tu nous as bien expliqué au départ que l'ostéopathie, ça se base vraiment sur l'équilibre global du corps, je me posais aussi la question si dans nos expériences de vie ou dans peut-être d'autres troubles du corps qu'on peut avoir, est-ce qu'on pourrait avoir des fois des petites vigilances, se dire si m'est arrivé ça par le passé, ou peut-être si j'ai eu un enfant, si j'ai accouché, je devrais faire attention à telle ou telle chose qui pourrait venir impacter cette zone-là, en fait. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je t'ai dit. Oui. S'il y a des sortes de clés qui pourraient nous dire là, ça vaut la peine que je téléphone à mon ostéopathe pour aller investiguer un peu plus loin cette douleur ou ce symptôme. Oui, parce que vu comme tu as expliqué que finalement les fondements de l'ostéopathie, ça repose sur cette notion d'équilibre et qu'une douleur quelque part peut provenir d'un problème ailleurs. Oui. Je me dis que tous les jours avec nos activités sportives, par exemple l'accouchement chez les femmes, tous les jours on est soumis à des situations qui pourraient peut-être venir perturber notre corps. Oui. On n'y fait pas forcément attention tant qu'il n'y a pas un gros problème. Exactement. Je commence par ces choses qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille pour consulter. Oui, alors dans ce cas-là, le premier message à faire passer, mais je pense que là on est toutes d'accord, c'est que dès qu'il y a une douleur, il faut investiguer. C'est pas normal d'avoir mal. C'est pas parce qu'on est une femme ou qu'on a un cycle menstruel que c'est normal d'avoir mal. Non, jamais de la vie. Donc dès qu'il y a une douleur, oui, il faut investiguer, que ce soit avec son gynécologue, que ce soit avec son ostéo, son physio. Voilà. J'ai envie de dire, quelle que soit la ressource qu'on utilise, c'est égal, mais il faut faire quelque chose. Ça, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps.
Ensuite, on pourrait évoquer, il y a certaines situations, effectivement, qui, dans un premier temps, peuvent paraître anodines, mais qui pourraient, au fil du temps, générer des tensions ou des douleurs qui pourraient devenir symptomatiques. Par exemple, on pourrait penser à un traumatisme, à une chute sur les fesses. On glisse simplement sur une plaque de glace, on tombe sur les fesses. Même si on se relève comme une fleur, moi je trouve que ça vaut la peine d'aller contrôler parce que c'est possible que tout d'un coup, il y ait par exemple une partie du périnée, une partie de cet ensemble de muscles qui se soit contracturée. On ne va pas forcément le sentir dans un premier temps, mais ça peut ensuite engendrer un déséquilibre. Donc, on parle de cette notion de traumatisme. Ensuite, moi, ça, c'est quelque chose que je trouve important aussi. S'il y a une intervention chirurgicale au niveau du bas-ventre, au niveau du petit bassin, là, je trouve extrêmement intéressant de faire une consultation ensuite, du moment que tout est cicatrisé, mais pour vérifier que toutes les structures, justement, aient retrouvé leur mobilité. Malheureusement, dans les cas d'adhérence, c'est vrai que si l'adhérence est présente, donc lorsqu'il y a une lésion, une blessure, dans les cas d'adhérence, les couches de tissu vont se cicatriser entre elles. Elles vont plus se cicatriser, on va dire, la berge droite avec la berge gauche, mais il va y avoir une sorte d'amalgame de tissu à ce niveau-là. Et dans ces cas-là, on est bien d'accord. En ostéopathie, on ne peut pas traiter cette adhérence, on ne peut pas l'enlever, mais par contre, on peut faire en sorte que tous les tissus qui soient autour soient sains et soient mobiles au maximum. Donc, dans les cas de chirurgie, je trouve que également lors de la pose d'un stérilet, c'est important de venir consulter ensuite. Et effectivement, dans les cas d'interruption volontaire de grossesse, de fausse couche ou d'accouchement, ça pour moi, ce sont des événements de vie qui devraient entraîner une consultation. Et sur ce dernier point, tu dirais, parce que s'il y a il peut y avoir une intervention chirurgicale et du coup, faut vérifier au niveau de la cicatrisation des tissus, ou bien est-ce que tu penses à un traumatisme physique qui pourrait être engendré par l'interruption volontaire de grossesse ou... Pour les deux, je pensais vraiment à cette notion, je ne l'ai pas évoquée avant par rapport à l'anatomie du petit bassin, mais il y a plusieurs ligaments. Donc les ligaments, c'est ces structures qui vont, pour l'utérus, maintenir l'organe, donc maintenir l'utérus au sein du petit bassin. Ils n'ont pas de rôle... certains ont un rôle contractile. On retrouve justement, ça c'est vraiment une particularité du petit bassin, des ligaments de l'utérus. Certains de ces ligaments, comme par exemple le ligament rond, qui est un ligament qui va de l'avant de l'utérus jusqu'au niveau du pubis, dans les grandes lèvres, c'est un ligament qui a des fibres contractiles à l'intérieur. Donc c'est comme s'il avait une partie de lui qui était un muscle, si j'ose dire ça comme ça. C'est pas tout à fait juste, mais dans l'idée. Donc, on imagine bien que lorsqu'il y a un traumatisme et que ce soit un accident, par exemple une chute, ou bien dans les cas d'une intervention chirurgicale, ces fibres contractiles vont réagir et elles peuvent modifier la position de l'utérus. Par exemple, on peut avoir une tension qui va s'installer plutôt à droite, plutôt à gauche, ou tirer vers l'avant, ou tirer vers l'arrière. C'est pour ça que je trouve très intéressante ta question. C'est que effectivement, même si les femmes n'ont pas forcément de symptômes, c'est possible qu'il y ait un retentissement au sein de leur petit bassin qu'elles ne sentent, en espérant qu'elles ne sentiront jamais. Mais c'est possible que les symptômes apparaissent des semaines, des mois, voire des années après, si les tensions restent telles quelles. Ça, il me semble que c'est assez fréquent avec la fameuse chute sur le coccyx qu'on peut faire peut-être étant enfant parce que voilà, on fait du roller, on fait ce genre de choses et puis on tombe et au bout de quelques jours la douleur disparaît et c'est des années après qu'on se rend compte que peut-être les douleurs de règles, elles viennent en partie de ce traumatisme qu'on a pu avoir. Oui, exactement. Donc ça peut valoir la peine aussi, peut-être pas tous les mois, mais de temps en temps dans sa vie, même si on n'a pas de douleur particulière, ne serait-ce que faire un petit check-up chez un ostéopathe pour vérifier qu'il n'y a pas un déséquilibre ou une tension quelque part.
Alors ça, c'est une sorte de question piège. Une sorte de question piège. Non, je crois pas. Non, parce que je trouvais intéressant aussi parce que tu parlais avant justement que chez l'ostéopathe, vous ne traitez pas les symptômes uniquement. Oui. Et c'est vrai que souvent, on attend d'avoir un vrai problème avant de faire quelque chose. Avant de consulter. Et moi, je suis totalement pour le travail préventif. C'est comme je dis, pas chaque mois, parce qu'on va peut-être pas aller à chaque fois faire quelque chose si on n'en a pas besoin, mais typiquement après un accouchement ou bien dans des moments un peu clés de sa vie, même si on n'a pas de douleur particulière, d'aller faire un petit contrôle. Oui, alors dans un monde idéal, absolument, ça serait vraiment génial de pouvoir prendre soin de sa santé comme ça, de pouvoir travailler en amont des symptômes ou alors dès que les symptômes apparaissent. Là, je rigole en disant une question piège parce que c'est quelque chose qui est délicat d'un point de vue du remboursement des assurances. Parce qu'en toute transparence, l'argent, c'est le nerf de la guerre, avouons-le. Oui, malheureusement. Mais voilà, mais les assurances refusent de rentrer en matière, elles refusent de rembourser les patients s'il n'y a pas un motif de consultation clair. Donc, voilà. Si on va voir un ostéopathe sans aucun symptôme et puis qu'on vient pour un check-up, on ne sera pas remboursé par son assurance. Donc, voilà, ça c'est délicat. Mais par contre, non, théoriquement, voilà, dans un monde idéal, oui, ça serait génial. Et puis, si je pousse la réflexion par rapport à mon expérience personnelle et professionnelle, je crois que si on est extrêmement honnête envers nous-mêmes actuellement, parlons des adultes, mais si on arrête quelqu'un dans la rue et puis qu'on lui demande s'il a mal quelque part ou s'il a un symptôme, un trouble digestif, voilà quelque chose, j'en connais pas beaucoup qui vont répondre que non, vraiment honnêtement non, tout va bien. Donc non, voilà. Si on cherche un symptôme, je pense qu'on finit par le trouver, ce qui n'est pas le but. On est d'accord. Non, bien sûr. Mais non, mais je trouve ça très drôle parce que je pense au domaine de la nutrition où il y a des professionnels mais pleines de bonne volonté qui vont dire mais en fait si vous n'avez pas une pathologie avérée, vous n'avez pas besoin de faire attention à ceci, cela, etc. Et des fois je me dis mais en fait qui n'a pas aucun trouble de sommeil, pas de trouble menstruel, pas de stress chronique, voilà, pas de trouble digestif, jamais. En fait la plupart des gens ne peuvent pas faire juste ce qu'ils veulent si vraiment ils ont envie d'être en bonne santé, donc ça me fait rire. Mais par contre une autre question plus sérieuse, mais par exemple une femme qui aurait vécu par exemple un accouchement par voie basse qui a peut-être été un peu long ou un peu plus difficile, même si elle n'a pas forcément de douleur après l'accouchement, mais est-ce qu'elle aurait quand même le droit de demander un rendez-vous parce que ça a été un accouchement par voie basse et puis peut-être qui a peut-être été un peu long ou comme ça, ou il faut vraiment qu'elle ait encore des douleurs qui restent pour pouvoir... Est-ce que l'accouchement compte comme motif de consultation ou pas? Je trouve que c'est intéressant. Oui, c'est une excellente question. Ça, de mon point de vue, oui, ça compte. Parce que de nouveau, de mon expérience, alors ça dépend combien de temps après l'accouchement, mais si c'est sur du court terme, de nouveau, c'est extrêmement rare qu'il y ait aucune douleur ou aucune tension. Il y a très souvent des symptômes, mais qui sont minimes. On peut aussi considérer la sphère urinaire, par exemple, à ce moment-là, qui est aussi souvent touchée, chamboulée par l'accouchement. Donc, que ce soit une femme qui, tout d'un coup, perd quelques gouttes d'urine, souffre d'incontinence, ou a de la peine à vider complètement sa vessie, ou dès qu'elle sent qu'elle a besoin d'aller aux toilettes, elle doit courir aux toilettes et lâcher tout ce qu'elle est en train de faire. Donc, c'est des périodes de vie où les changements physiques, hormonaux et de contraintes aussi sont tellement importants que voilà, il y a très souvent des symptômes. Ou si c'est pas au niveau du petit bassin, ça peut être lié au fait de nourrir son enfant, ça peut être des tensions au niveau des épaules, le fait de le porter. Donc, moi, je trouve que c'est une période de vie pendant laquelle on est, on va dire, particulièrement vulnérable. Et c'est extrêmement important de prendre soin de soi à ce moment-là et de ne pas négliger sa santé et également la rééducation du périnée en physiothérapie. Bon, la rééducation du périnée, ça c'est quelque chose, je pense, qui est un peu plus intégré aujourd'hui. Ou si on demande à pouvoir faire des séances de rééducation du périnée après un accouchement, je pense qu'il faut généralement obtenir des séances assez facilement quand même. Oui. C'est quelque chose qui est un peu plus considéré maintenant. C'est rentré dans les mœurs maintenant de prescrire systématiquement. Ok, merci. J'en reviens encore un petit peu aux douleurs par rapport aux causes. Si on prend
de manière générale, peut-être si tu veux compléter ou peut-être tu as déjà dit tout ce qu'il fallait, mais si on prend de manière générale vraiment les douleurs au moment des menstruations ou bien des problématiques comme l'endométriose par exemple, est-ce que tu vois encore d'autres facteurs physiques qui pourraient expliquer les douleurs que ceux que tu as dit? Tu avais parlé d'engorgement et puis de traumatisme. Est-ce que tu verrais encore autre chose? Est-ce que par là tu entends les retentissements ou les symptômes qu'il pourrait y avoir en plus des douleurs de règles? Oui, par exemple, oui, aussi c'est une bonne question ça. Je me demandais si on pouvait, en dehors de ces engorgements, de ces traumatismes, est-ce qu'il peut y avoir encore d'autres facteurs ou de manière générale, c'est vraiment cela que tu observes? Un facteur aussi qui rentre souvent en ligne de compte, pour moi, c'est la qualité du périnée. Effectivement, la qualité de ces muscles qui viennent fermer notre bassin, vraiment la partie inférieure du petit bassin. Effectivement, souvent, quand les femmes présentent des douleurs, en règle générale, quand c'est des douleurs de règles, c'est des douleurs chroniques, donc qui sont là depuis des mois et puis qui reviennent à chaque cycle ou quasiment à chaque cycle. Donc, dans ces cas-là, moi, je retrouve extrêmement souvent en cabinet des tensions au niveau du périnée. Ça dépend justement de l'histoire de la femme. Est-ce qu'elle a déjà accouché ou bien pas? Est-ce qu'elle a des symptômes au niveau urinaire ou bien pas? Est-ce qu'elle a déjà eu des chutes? Mais très, très, très souvent, le périnée est quand même impacté. Ok. Et puis, vu que voilà, c'est notre dada en tant qu'ostéo, mais je peux vous donner juste un exemple de continuité au niveau anatomique pour se rendre compte à quel point voilà, ces tensions peuvent voyager. Volontiers. Au niveau du périnée, justement, on sait qu'il y a une continuité au niveau anatomique entre le muscle du grand fessier. Donc, c'est un muscle qui compose la fesse qui est sur la partie extérieure du bassin, qui vient vraiment s'insérer sur le bassin, également sur le sacrum et le coccyx derrière. Et puis, au niveau de son insertion, il y a des fibres qui viennent autour, notamment des sphincters externes, autour, on va dire, de la partie superficielle du périnée, donc celle qui est le plus vers l'extérieur. Donc, il y a une sorte de continuité entre ces structures anatomiques et ce qui peut par exemple générer, si on imagine qu'une femme a une tension au niveau de son périnée à droite, ça va au fil du temps entraîner également une tension plus importante de son muscle fessier à droite. Donc des tensions au niveau du périnée à l'intérieur du bassin vont se répercuter à l'extérieur du bassin sur un muscle qui est en grande partie responsable de la marche, de la course et de la station debout. Donc, je trouve qu'en considérant ces chaînes anatomiques en quelque sorte, on se rend vraiment compte de l'implication qu'une tension peut avoir. Elle ne sera pas que au niveau du périnée, mais elle sera également au niveau du grand fessier. Et ça peut venir entraver la mobilité, par exemple, de la hanche. Ça peut générer des douleurs, des tensions quand on est debout. Et justement, pas seulement une problématique de périnée. Ok, donc ça confirme encore l'importance de ne pas attendre trop longtemps quand on a une douleur à quelque part, parce que ça peut finalement empirer au fil du temps, puis prendre plus de temps après à résoudre que si on traite la problématique assez rapidement. Comme une toile d'araignée qui s'installe petit à petit. Super, merci, c'est très intéressant. Et vu qu'avant tu as parlé aussi de nouveau d'endométriose, alors je repose cette question parce que je la trouve intéressante. Donc certaines, quand on pense endométriose ou douleurs de règles, on va beaucoup s'intéresser à ce qu'il y a dans le petit bassin, surtout au niveau utérus, etc. Mais donc, dans par exemple, les patientes qui viennent te voir avec de l'endométriose, tu remarques d'autres zones du corps qui sont après impactées par ces douleurs, des conséquences de cette endométriose ailleurs? Oui, alors au niveau du pelvis, au niveau du petit bassin, et c'est souvent des femmes qui ont un bassin qui bouge moins bien, qui a peu de mobilité. Et puis les causes, on va dire, ou les symptômes que je retrouve énormément, c'est au niveau de la sphère digestive. Oui. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un fort lien entre les deux. Et puis, autre chose que je retrouve aussi également souvent, c'est un lien entre le périnée et puis le diaphragme respiratoire aussi. Parce que si le
périnée est contracturé, le diaphragme aura tendance à avoir également un seuil de tension plus élevé et puis une course qui est freinée, donc il va moins bien bouger et vice-versa. Les deux sont vraiment liés. Peut-être juste rappeler, qu'est-ce que c'est le diaphragme pour les personnes qui ne visualisent pas? Effectivement, c'est le muscle respiratoire qui se trouve au niveau du thorax. C'est vraiment lui qui vient animer les poumons et qui nous permet justement d'élargir la cage thoracique à l'inspiration pour pouvoir absorber de l'air et puis qui, à l'expiration, vient chasser l'air, vient comprimer la cage thoracique. Donc, on a aussi une mobilité qui est importante au niveau de ce muscle-là. Oui. C'est super intéressant. J'avais jamais entendu le lien entre périnée et diaphragme. Oui, il fonctionne vraiment main dans la main. Juste, je suis navrée pour les détails, mais voilà, comme ça, on se rend compte de l'utilité. Mais c'est pour éviter, si par exemple, on éternue ou bien on tousse, notre diaphragme va se contracter. Donc, si le diaphragme se contracte, il va avoir cette tendance à venir comprimer notre ventre, comprimer les viscères, la région, on va dire, proche du nombril à l'intérieur, ce qui va générer une augmentation de pression à ce niveau-là. Et si notre périnée ne se contracte pas pile en même temps, oui, bien sûr. Voilà, on va avoir énormément de peine à retenir les selles et les urines. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental au niveau de la fonction du diaphragme et du périnée, c'est que les deux fonctionnent vraiment main dans la main. Oui, ouais, c'est vrai que vu comme ça, en fait, ça paraît logique. Exactement. C'est vrai que quand j'ai étudié le mécanisme de la respiration, j'étais beaucoup plus axée sur tout ce qui concerne les abdos et ces muscles-là. Oui. Mais c'est vrai qu'en fait, du coup, il y a en bas, il y a forcément le périnée qui Voilà, qui joue un rôle exactement. aussi. Ok, donc du coup, dans les cas d'endométriose, tu remarques qu'il peut y avoir un lien entre ces deux aspects-là. Oui, c'est souvent super intéressant à savoir. Des corps qui bougent moins bien, vu que la fonction respiratoire, elle est comme mise entre parenthèses. Et puis effectivement, au niveau digestif, c'est souvent plus compliqué, souvent moins confortable. Ok, merci pour ces détails. Peut-être ça parlera à des personnes qui ont aussi ces problématiques. Ça leur donnera envie d'investiguer un petit peu plus. J'ai une dernière question anatomique à te poser parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de consensus qui existe par rapport à ça. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, voilà, de manière générale, l'utérus, il a une position particulière, une inclinaison particulière, mais il peut avoir des positions un petit peu différentes. On parle d'utérus antéversé ou rétroversé. Oui. Et ma question est, je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce que la position de l'utérus peut influencer des douleurs ou provoquer des douleurs ou pas forcément? J'ai l'impression qu'il n'y a pas un vrai consensus à ce niveau-là. Non, c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement difficile de trouver des informations dans la littérature scientifique par rapport à ça. Donc là, je pourrais parler de mon expérience et puis de mon ressenti en tant qu'ostéopathe. Du moment que l'utérus est mobile, que le col de l'utérus, que l'utérus sont mobiles, à mon sens, il n'y a pas de raison que ça génère de douleur. Ensuite, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, s'il est légèrement penché vers l'avant, plutôt penché vers l'arrière, on peut même aussi mentionner des fois des utérus qui penchent de côté, à droite ou à gauche, ou une notion de torsion aussi. Mais du temps que ces différentes structures sont mobiles, je ne vois pas de problème. Par contre, c'est vrai que très souvent, quand on retrouve un col de l'utérus, par exemple, qui n'est pas centré, qui n'est pas au centre du petit bassin, ou vraiment un utérus qui est dans une position extrême, soit très penché vers l'avant, très penché vers l'arrière, c'est quand même souvent synonyme justement d'un manque de mobilité. Est-ce qu'il y a typiquement l'endométriose génère très souvent ce genre de problématique, ou des cicatrices? Donc ça, disons, c'est pas parce que l'utérus est dans cette position-là que ça va créer un problème, mais si, en tout cas en thérapie manuelle, si on retrouve justement un utérus le col de l'utérus n'est pas vraiment centré, ou un utérus qui est dans une position qu'on pourrait dire extrême, avec un manque de mobilité, là oui. Ok, donc si on a un utérus positionné d'une façon particulière et qu'on a des douleurs, ça peut être intéressant d'aller se demander s'il est assez mobile, mais pas forcément de s'inquiéter le jour où le gynécologue dit « Ah, vous avez un utérus qui n'est pas, par exemple, qui est pas dans la majorité des inclinaisons. » Exactement, rétroversé. Non, c'est pas une pathologie, c'est simplement une constatation anatomique. Oui, ok, merci, super. Comme ça,
peut y voir un petit peu plus clair. Par exemple, si on revient un petit peu plus à ta pratique, on a vu que voilà, l'ostéopathie peut aider à prévenir ou soulager des douleurs. Dans une prise en charge, comment tu vas... Si tu veux bien nous donner par exemple un exemple d'une problématique particulière, comment toi, en tant qu'ostéopathe, tu vas la prendre en charge dans quel ordre un peu tu vas travailler face à une problématique particulière? Comment se passe une consultation? Oui, comment se passe une consultation et puis comment, en tant qu'ostéopathe, tu vas un peu raisonner dans ta manière d'aborder la problématique. De réfléchir. Très bien. Alors, quand une patiente vient au cabinet avec un trouble justement gynécologique ou de la sphère du petit bassin, de toute manière, on commence toujours par discuter. C'est cette partie de la consultation qu'on appelle l'anamnèse, où pour moi, c'est extrêmement important de comprendre pourquoi cette personne vient me voir, quels sont ses symptômes, et puis dans quel contexte de vie aussi elle se trouve. Par exemple, d'où l'utilité du cycle menstruel. Si je donne un exemple, si je demande à une femme comment vous vivez votre cycle, elle me dit « Ah, super bien !» Mais un peu plus tard dans la discussion, elle doit prendre 3 anti-inflammatoires le jour de ses règles parce que sinon elle ne peut pas sortir de son lit, elle ne peut pas aller travailler. Je me dis « Ok, soit elle s'écoute peu, soit elle a une force vitale qui est très importante. » donc voilà, ça va me donner des indications. C'est voilà, comment réagit la patiente également par rapport éventuellement à des douleurs ou des symptômes qui pourraient l'entraver. Donc, je discute avec cette personne-là. Et puis, c'est vrai que dans le cadre de ces consultations, on va toujours passer par une case de questions qui touchent vraiment à l'intimité. Dans le sens où on va parler du cycle menstruel. Quand on parle de grossesse, il y a aussi toujours cette thématique éventuellement de fausse couche, d'interruption volontaire de grossesse. Voilà, c'est souvent des histoires qui sont très émotionnelles. Il y a également la sphère sexuelle aussi qui rentre en matière parce que dès qu'une femme a des douleurs du petit bassin, c'est rare que sa sexualité soit complètement épanouie. Donc, on va vraiment discuter on va dire, de tous ces aspects-là. Et puis, moi, d'une fois que j'ai compris pourquoi elle venait me voir, qu'est-ce qu'elle attendait de moi, je peux justement décider et lui dire si c'est quelque chose que moi, je peux prendre en charge en tant qu'ostéopathe ou bien pas. À ce moment-là, je décide si on poursuit la consultation ou si je l'oriente chez quelqu'un d'autre. Et puis, si on poursuit la consultation, on passe à la partie pratique, ce qu'on imagine de l'ostéopathie, où justement la patiente s'installe sur la table de pratique, d'où une des différences avec la physio. En général, elle fait plus grand-chose. Elle peut simplement se relaxer sur la table et puis on continue toujours à échanger pour voir comment elle se sent, si elle est à l'aise. Et je vais commencer par faire des tests. Donc, je vais venir voir comment bouge son bassin, comment bouge son bas du dos ou une autre partie de son corps en fonction justement de son motif de consultation. Et d'une fois que j'ai ciblé quelles sont les zones sur lesquelles on va travailler aujourd'hui pour justement restaurer la mobilité, j'utilise justement des techniques ostéopathiques, donc des techniques manuelles pour venir détendre, enlever les restrictions ou pour venir faciliter par exemple un bon drainage pour ce qui est de la partie veineuse. Voilà, il peut y avoir plein de techniques différentes sur des structures différentes. D'une fois que j'ai terminé ça, on fait toujours un test, un point, on va dire, en fin de séance pour voir comment la patiente se sent. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'elle se sent mieux? De temps en temps, il faut qu'on ajuste, on refait quelques techniques. Et puis ensuite, elle peut rentrer à la maison. Et on va toujours décider ensemble d'un suivi ou non. Dans certains cas, c'est pas nécessaire. Et puis, de temps en temps, il y a besoin de remettre un rendez-vous, 2 rendez-vous. Ou, par exemple, dans les cas d'endométriose, donc il y a une pathologie qui évolue sur du long cours, là, on peut instaurer un suivi régulier en fonction de ses besoins. Donc, il y a une grande place qui est laissée vraiment au dialogue et aux ajustements avec la personne qui vient. C'est du sur-mesure, vraiment. Oui, 100%, toujours. Ok, super. Et par rapport à l'ostéopathie intrapelvienne, donc avec les manipulations en interne, à quel moment ça peut être recommandé dans un suivi? Et puis, comment tu gères avec les femmes qui seraient pas du tout à l'aise avec le fait
voilà, qu'il y ait des manipulations en interne qui se fassent? Alors, si une femme n'est pas du tout à l'aise, on ne le fait pas. Ouais. J'ai envie de dire, à moins que la femme soit 100% en adéquation, on ne le fait pas. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un no-go gigantesque. J'aime bien garder cette notion-là en tête, comme quoi, en Suisse, d'après les études, je crois, sauf erreur, que c'est 22% des femmes qui, au cours de leur vie, ont subi une agression sexuelle. Pas forcément de l'ordre du viol. Voilà. Il y a toutes sortes d'agressions, bien sûr. Tout est compris. Donc, pour moi, ça veut dire que sur une journée standard de travail avec 10 patientes, théoriquement, il y en a 2 qui auront eu ce genre d'histoire. Donc, moi, je reste extrêmement attentive par rapport à ça, d'où le fait que l'écoute soit très importante. C'est une zone intime qui potentiellement a pu être traumatisée ou avoir un historique aussi difficile. Par exemple, une femme, ça fait des années qu'elle a des douleurs de règles, un accouchement traumatique. Donc, c'est vraiment une zone qui porte beaucoup. Donc, pour moi, si une femme n'est pas 100% OK partante, je ne le fais pas. Vraiment pas. Et puis, ensuite, par rapport aux indications, quand est-ce qu'on décide de travailler par voie interne? On va dire dans les schémas classiques, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais l'idée, c'est également les directives qu'on a dans notre cercle de qualité, justement ce groupe dont on parlait avant, d'ostéopathes. L'idée, c'est vraiment de toujours commencer par voie externe. On fait toujours 1, 2, 3, 4 séances, c'est égal par voie externe. Mais si on voit qu'on n'avance plus dans ce cas-là, ou alors qu'une technique interne serait indiquée, là, on en discute avec la patiente. On lui explique comment ça se passe, on lui explique pourquoi, on lui explique bien toutes les possibilités, toutes les autres options, et puis on lui laisse un délai de réflexion. Et si, avec tout ça, elle est d'accord et que les techniques par voie interne sont indiquées, on agende un rendez-vous justement pour. Ok, d'accord, merci, c'est bon à savoir. Comme ça, encore une fois, ça dépend vraiment de la patiente, de ses besoins, de ses envies. Oui, exact. Et c'est vraiment aussi un message que moi je trouve important. C'est vrai qu'il y a une seule technique, malheureusement, dans les cas de luxation ou de subluxation du coccyx. Si le coccyx part vers l'avant, c'est extrêmement difficile de venir travailler dessus par voie externe. On peut, mais voilà. Par voie interne, on peut simplement venir se positionner sur la face antérieure du coccyx, donc devant le coccyx, et puis venir travailler dans le bon sens, on va dire. Mais mis à part cette spécificité-là, cette technique, on peut, pour moi, tout faire par voie externe. Ça prendra, dans certains cas, plus de temps. Ça pourrait mettre plus de temps, plus de séances, mais en règle générale, on peut tout faire par voie externe. Ok, merci pour ces précisions. Voilà. On a beaucoup parlé du travail sur finalement le système locomoteur, les muscles, les articulations, etc. Et je me demandais, est-ce que dans l'ostéopathie, on peut aussi travailler, par exemple, sur parce que finalement, chez les femmes, dans les problématiques menstruelles, on a aussi tout ce qui est lié, par exemple, au déséquilibre hormonal, tout ce qui est lié à la gestion du stress. Donc, est-ce qu'avec l'ostéopathie, on peut aussi travailler, par exemple, sur le système nerveux, sur les organes émonctoires, comme le foie, sur, par exemple, l'hypophyse, au niveau crânien? Est-ce qu'on peut aussi agir pour ces troubles-là, plus de type déséquilibre hormonal, stress? Oui, absolument. Oui, génial. Pour l'un ou pour l'autre. Après, c'est vrai que c'est, par exemple, pour les organes émonctoires, c'est moins évident que typiquement pour un coude qu'on n'arrive plus à plier. On fait des techniques, on arrive de nouveau à le plier. Pour tous ces organes, pour l'aspect viscéral, ce sera vraiment la sensibilité du praticien, donc la sensibilité de l'ostéopathe qui va faire foi. Et ensuite, de voir l'évolution des symptômes pour le patient. Mais oui, absolument. On peut travailler, que ce soit lié au stress ou en parlant du cycle, sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, sur cet axe, c'est des glandes à l'intérieur du cerveau qui vont, en quelque sorte, dicter le cycle. À quel moment est-ce qu'on ovule? À quel moment est-ce qu'on a les règles? L'information principale ou l'information primaire, on va dire, vient d'en haut. Donc oui, on peut travailler sur la vascularisation, sur le fait de faire en sorte que ça circule bien, justement, entre la tête et puis l'axe du corps et jusqu'au bassin.
Ok, donc ça peut se travailler aussi à travers le crâne, quand même par des pressions particulières. Oui, et puis en stimulant. Alors, ce travail à travers le crâne, il est de nouveau, en termes de littérature scientifique, il n'y a rien qui est prouvé. Parce qu'on doit vraiment traverser la boîte crânienne pour venir travailler sur des structures qui sont, on peut dire, molles au sein du cerveau. Donc ça, voilà, à prendre avec des pincettes. J'ai des collègues qui le font, d'autres pas du tout. Ça dépend beaucoup de la sensibilité du thérapeute parce que pour le moment, on n'a pas de base scientifique qui nous dit oui, absolument, ça fonctionne. Mais par contre, quelque chose qu'on sait, ça oui, c'est de venir travailler au niveau vasculaire pour favoriser, parce que ces échanges hormonaux transitent en grande partie par l'axe vasculaire. Donc là, oui, là, on peut venir travailler. Ok, donc quelqu'un qui a des déséquilibres hormonaux peut tout à fait venir travailler sur le côté vasculaire, éventuellement tenter un peu plus haut s'il n'y a pas de contre-indication particulière. Non, et puis, alors, de nouveau, vu que l'ostéopathie, c'est une profession de premier recours, au moment de l'anamnèse, au moment de cette partie de la consultation où on discute ensemble, l'ostéopathe va toujours venir se renseigner. Par exemple, s'il n'y a pas encore de diagnostic pour ce patient, on se dit un peu, mais qu'est-ce qui se passe ? Là j'ai l'impression que ce n'est pas juste fonctionnel. Là, il y a quelque chose d'autre qui ne joue pas. Là, on va les orienter chez un médecin pour qu'un diagnostic puisse être posé, on est d'accord. Et quand le diagnostic est posé, que la personne elle est prise en charge, oui, ça vaut toujours la peine d'essayer. On aura des résultats plus ou moins probants, mais pour moi, ça vaut toujours la peine d'essayer. Et avant, tu parlais des organes émonctoires. Pour moi, le foie joue aussi un rôle extrêmement clé par rapport aux hormones dans le cycle. Bien sûr, oui. Donc, ce qui détoxifie exactement. Les hormones. C'est pour ça que je posais la question. Donc voilà, un travail viscéral sur le foie, également un travail à visée vasculaire, peut être un grand soulagement aussi dans les cas de douleurs de règles. Ok. Et quand on sort du cabinet, bien sûr, j'imagine qu'il y a plein d'exemples possibles et que ça va vraiment dépendre de la personne, mais est-ce que tu as un ou deux conseils d'exercices ou de pratiques quotidiennes, on va dire, clés qui permettent de prévenir certains troubles ou bien d'optimiser le travail qui a été fait avec toi, de manière générale? Est-ce que tu as un ou deux exemples? Oui, mais tout simple, tout bête. Donc, toutes les activités qui vont entretenir la mobilité du bassin. La marche, c'est ce qui est le plus facile, le plus facilement réalisable. Mais voilà, après, si des gens aiment, il peut y avoir de la danse, voilà, de la course, l'équitation. C'est égal, en fait. Mais toutes les activités qui vont mobiliser le bassin, ça, c'est excellent. Donc, effectivement, bouger, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et de nouveau, plus j'avance en pratique, plus je me rends compte que, à mon sens, la respiration peut être un outil juste formidable par rapport au petit bassin. Avec ce lien dont on parlait avant entre le diaphragme et le périnée, moi, je suis persuadée que de venir travailler sur sa respiration, c'est une sorte de porte pour pouvoir entretenir la santé de notre petit bassin. Parce qu'on va permettre à notre périnée justement de se contracter, mais également de se relâcher. Parce que il y a autant de problèmes de périnée trop contractés que pas assez toniques. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Donc, tous ces exercices qui vont entraîner le périnée à se contracter au bon moment quand on en a besoin, mais également à se relâcher lorsque c'est nécessaire, ils sont pertinents. Et puis, mine de rien, avec la respiration, c'est une porte d'entrée indirecte pour les femmes qui ont des douleurs ou qui n'en peuvent plus de leur petit bassin. C'est une manière, je trouve, d'aborder cette sphère-là sans être confrontée, suivant comment, directement à quelque chose qui pourrait être trop lourd ou trop émotionnel. Ok. Et du coup, effectivement, la danse, c'est super intéressant, ou le yoga, parce que ça va réunir ces deux paramètres, la respiration et puis la mobilité. Oui. Et dans la danse, par exemple, la danse, les mouvements inspirés de la danse orientale, exactement, la danse hawaïenne sont hyper intéressants. Et sans aller, parce que je suis prof de danse, c'est pour ça que je pense à ça, sans aller trop loin dans la technique, mais juste, j'avais testé avec des seniors. On avait fait mais vraiment des mouvements de base, donc juste les balancements sur les côtés ou bien les 8.
Et pour les personnes qui ont un peu perdu la mobilité de leur bassin, c'est tout de suite compliqué en fait, de ne pas bouger tout le corps en même temps et d'avoir vraiment cette dissociation, d'aller loin dans les mouvements sans avoir l'impression d'être coincé. Donc c'est des petits mouvements très simples où on n'a même pas besoin de suivre un cours pour apprendre à les faire et de penser à les insérer un petit peu dans son quotidien. C'est des super techniques, oui, pour garder cette souplesse un petit peu du bassin. Exactement. Puis je me dis, ça coûte pas grand-chose. Ça peut juste être de mettre un peu de musique quand on fait à souper ou quand on a 5 minutes de libre, une musique qu'on aime bien. Et puis oui, on bouge son bassin. Oui, merci beaucoup. J'ai une dernière... j'ai encore... je pense que celle-ci, elle ne sera pas indispensable. Évidemment qu'on peut combiner des séances d'ostéopathie avec des séances chez son gynécologue. Selon les problématiques, les deux professionnels ne travaillent pas de la même façon. Donc, Oui, comme on le disait avant, le gynécologue, son travail, ce sera vraiment cette notion de pathologie. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, avec une altération de la structure, en quelque sorte, une maladie. Et puis nous, en ostéopathie, on travaille plutôt sur ce qui est fonctionnel, donc sur ce qui ne fonctionne pas. Un petit peu, ça bug, il y a quelque chose qui ne joue pas. Mais c'est un travail qui se fait main dans la main. Autant, moi, j'encourage mes patientes à faire leur check-up annuel chez leur gynécologue. Je trouve ça tellement important. Et puis, d'une fois qu'elles sont passées chez leur gynécologue, avec un diagnostic ou bien pas, ensuite, nous, on peut les accompagner en ostéopathie, puis justement à la carte, en fonction de ce dont elles ont besoin. Et puis, si pathologie il y a, on s'adapte. Oui, si le gynécologue a pu identifier des choses, ça permet à la patiente de vous le dire. Et puis, du coup, vous êtes un peu plus au clair déjà sur quoi vous pouvez démarrer, en fait. Voilà, c'est intéressant. D'avoir une compréhension aussi de qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces douleurs sont présentes, pourquoi ça se manifeste comme ça. Oui. Et du coup, avec toute cette pratique que tu as, est-ce que tu as remarqué en pratiquant donc l'ostéopathie, un changement dans ta perception du cycle et puis peut-être dans la manière dont tu peux aussi accompagner même les femmes de ton entourage? Est-ce que tu sens que ça a changé ton rapport au cycle dans ta profession? Oui, vraiment. J'ai vraiment ce sentiment-là, justement, d'avoir pris conscience que c'est une clé de compréhension. Alors oui, envers mes patientes, mais également envers moi-même. Maintenant, je me rends compte, si j'observe mon cycle, ça me donne plein d'indications. Ce que je faisais pas du tout avant, par exemple, quand j'étais en formation. Donc oui, ça m'a apporté énormément de trucs et astuces, on va dire, mais vis-à-vis de moi et de ma santé. Et puis après, par rapport aux femmes de mon entourage, ce qui est assez chouette, c'est que j'ai plein de collègues dans mon entourage. Pratique. Exactement. Donc après, c'est une sorte de réseau. On peut vraiment se passer nos astuces entre nous. Et voilà, dans tout ce qui est aussi on va dire, en dehors de l'ostéopathie. Parce que vu qu'on a nos limites en ostéopathie, il y a des choses sur lesquelles on ne sera pas pertinent, mais on peut trouver des astuces, par exemple, avec justement des mouvements de yoga, de la respiration, des plantes. Donc, on échange. J'échange aussi très volontiers avec mes amis et collègues par rapport à ça. Génial, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est vraiment très, très, très intéressant de t'écouter. J'ai une toute dernière question pour finir. C'est un peu la question signature. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi bien vivre sa cyclicité au quotidien? Moi, oui, pour moi, c'est une des caractéristiques fondamentales du fait d'être une femme. Donc, bien vivre sa cyclicité, ça va au-delà. Pour moi, c'est être une femme à part entière. Et j'estime que, quelle que soit la manière ou le rapport qu'on a à son cycle, donc par exemple, je prends des hormones, je prends pas d'hormones, j'ai une contraception, j'ai pas de contraception, je suis ménopausée ou pas, voilà, c'est égal. Mais du moment qu'on a ces connaissances-là, qu'on connaît quelles sont les possibilités par rapport à cet instant de vie dans lequel je suis, qu'on a ces clés en main, du moment qu'on décide consciemment de ce qu'on veut faire et qu'on est bien et quelque part qu'on est fier avec ça et fier d'être une femme, j'estime qu'on vit bien sa cyclicité. Magnifique, merci beaucoup, très très beau message de fin. Je te remercie pour ta présence, merci pour tous tes partages. Merci à toi. Et puis je te souhaite une très belle continuation. Merci, à très bientôt. Merci à vous pour avoir suivi ce nouvel épisode et puis on se retrouve bientôt pour un prochain thème.